Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle invitation au voyage qui a repéré aujourd'hui pour vous un proverbe lituanien. On ne peut pas souffler contre le vent ni nager contre l'eau. En revanche, on peut saisir l'air du temps, comme notre guide en Lituanie, l'un des plus grands photographes de l'ère soviétique, Antanas Sutkus. De la violence du régime communiste aux réfugiés ukrainiens, c'est avec son regard que nous voyagerons à l'Est aujourd'hui. Ici, on voit écrit « Gloire à la classe ouvrière ». Elle fait plutôt penser au cœur des esclaves dans l'opéra Nabucco. Des vaches et des hommes à cheval, des chemises à carreaux, ça ressemble au western, mais nous sommes à des milliers de kilomètres du Far West. Pour l'héritage, nous irons en Nouvelle-Calédonie à la rencontre des broussards, ces cow-boys des tropiques. Nous, on a la culture broussarde. On n'est peut-être pas tous éleveurs, mais on est broussards. Il y a des gens qui habitent en brousse. Alors le broussard, en règle générale, il aime la chasse, la pêche et le coup de fête. Le broussard, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. New York, ville de tous les métissages, c'est à Chinatown que nous trouvons tous les ingrédients de notre recette du jour. Un plat originaire du nord-est de la Chine, le mu shu, une petite crêpe garnie de porc et de choux, pas si compliqué à réaliser. Enfin, au nord de Barcelone, je vous raconterai comment un homme a réussi à se faire passer pour le descendant du dernier empereur aztèque, Moctezuma. Même Franco y a cru. Nous vivons dans un pays où les gens croient encore que les Bourbons ont été élus par Dieu pour régner sur notre territoire. Si tu crois ça, pourquoi tu ne croirais pas quelqu'un qui se présente comme l'héritier de l'empereur Moctezuma? Mais avant ce riche programme, on met à nu vos connaissances, et pas que vos connaissances d'ailleurs. Aujourd'hui, j'aimerais savoir ce qui, dans le guide du naturisme, a pu en refroidir certains dans l'entre-deux-guerres. Dans les années 30, un mouvement venu d'Allemagne se développe sur l'île du Levant. C'est le naturisme, à ne pas confondre avec le nudisme. Deux médecins, les frères d'Urville, en édictent les règles, se déshabiller le plus possible, faire de la gymnastique tous les jours, ne plus manger de viande, et puis ils vont être visionnaires sur deux autres règles qui, de nos jours, sont de santé publique. Je vous demande lesquelles. Patience pour la réponse, ça sera dans 45 minutes. Car pour commencer, nous avons rendez-vous en Lituanie avec un homme qui fait rimer photographie et empathie. Nous avons rendez-vous avec Antanas Sutkus au détour des dunes de sable de la côte balte pour l'inspiration. À l'infini, le vent de la Baltique sculpte un long ruban de sable. Ce paysage lunaire est le décor d'une photo iconique connue dans le monde entier. On y reconnaît le philosophe et écrivain français Jean-Paul Sartre. On le sait peu, mais ce cliché a été pris sur les dunes de la côte lituanienne. Et son auteur est l'un des plus grands photographes de l'ex-Union soviétique, le lituanien Antanas Sutkus. Un autodidacte au regard profondément humaniste. Sutkus avait lu Sartre et comprenait l'idée de l'existentialisme. Sutkus adorait lire et il partageait les idées de Sartre, ce combat contre soi-même, le fait que pour Sartre, quelles que soient les limites de l'individu, l'homme a le pouvoir de changer. On peut tous devenir la personne que l'on veut. Sutkus a réussi à exprimer cette idée dans cette photo. Photographe officiel du régime, Sutkus parvient pourtant à déjouer le regard scrutateur des censeurs. Saisissant des moments de vérité, il donne aux habitants de Lituanie et à leur vie un visage. Une impressionnante chronique de son pays durant l'occupation soviétique des années 50 à la fin des années 80, des clichés désormais visibles dans les collections des plus grands musées de Paris, Londres, Stockholm ou New York. Aujourd'hui, à 84 ans, Antanas Sutkus vit à Vilnius, la capitale du pays. Dans son atelier, il possède des milliers de tirages et de négatifs. Le trésor de toute une vie. Si une grande sensibilité anime son œuvre, c'est que l'enfance d'Antanas
a été bien sombre. Quand en 1940, les Soviétiques occupent la Lituanie, ils contraignent son père à participer aux purges. Mais plutôt que de dénoncer ses concitoyens, il préfère se donner la mort. Antanas a à peine 1 an. Enfant, je suis tombé malade de la tuberculose, qui était incurable. Et par miracle, on m'a guéri. Pendant presque 2 ans, j'ai dû rester au sanatorium. J'ai consacré la première année à la littérature européenne et la seconde année aux écrivains américains et japonais. Pendant ces 2 années, je n'ai fait que lire. Le meilleur de la littérature mondiale a façonné mon regard humaniste sur le monde. Après des études de journalisme, Sutkus devient photographe pour la presse lituanienne. Mais rapidement, certains de ces clichés soulèvent des questions. Comme ce portrait d'un petit pionnier, membre de la jeunesse communiste, réalisé en 1964 et jugé trop inquiétant. Sa hiérarchie conseille aux jeunes photographes de conserver désormais ce genre d'image au fond de ses tiroirs. Au fil des années, il accumule des centaines de négatifs, bien à l'abri des censeurs. Voici la photo d'un autre pionnier. Et pour ce cliché-là, j'aurais risqué plus qu'un avertissement. J'en ai fait un tirage seulement quand la Lituanie est redevenue indépendante. Jusque-là, elle était restée cachée. Et j'avais fait toute une série sur ces pionniers. C'étaient les enfants d'un internat d'une école d'aveugles. Mon thème était autour de l'enfant qui grandit sans famille. Et quand il n'a pas de famille, c'est facile de lui laver le cerveau. Et puis, il y avait cette façon d'éduquer à la soviétique. Personne ne rentrait dans les pionniers de son plein gré. Et moi non plus d'ailleurs. J'ai été contraint d'y rentrer parce que j'ai été coupable d'un crime. Le jour de la mort de Staline, avec toute ma classe, on a détourné une prière. « Seigneur, accorde le repos éternel à Joseph ». Et le chœur de filles a répondu « Et que la lumière éternelle brille sur lui ». Et là, j'ai vu à travers la fenêtre de l'école des hommes avec de longs imperméables, des agents du KGB. Le directeur de l'école nous a alors dit « Soit vous intégrez tous les jeunesses communistes, soit moi, le directeur et la moitié des instituteurs seront envoyés en Sibérie ». Certains clichés, à première vue, semblent conformes à la ligne du parti. Mais à y regarder de plus près... Ici, on voit écrit « Gloire à la classe ouvrière ». Elle fait plutôt penser au cœur des esclaves dans l'opéra Nabucco. Débordant d'énergie, le jeune photographe réussit à l'été 1965 à se joindre à la délégation d'auteurs lituaniens qui accompagnent un célèbre couple d'étrangers en visite, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, sans oublier leur traductrice russe. C'est Zonina son nom, et son prénom Lénina. Il y avait des rumeurs qui disaient qu'elle était colonel des services secrets. Elle était la maîtresse de Sartre, qui l'a considérée comme une épouse. Ici, c'est Simone de Beauvoir. Et là, c'est Lénina Zonina. Regardez comment Lénina copiait Simone. Elles ont exactement la même coiffure, les mêmes vêtements. Tout est identique. Et on voit Sartre qui leur tourne quand même le dos. C'est déjà la 9e fois que Sartre se rend en URSS. Il a beau être sympathisant communiste, le voyage est minutieusement encadré. Le couple de Français est surveillé de près. Pour les impressionner, on a prévu de leur faire découvrir un site naturel exceptionnel, l'isthme de Courlande. Une ensorcelante langue de terre qui s'étire le long de la côte baltique. Entouré de pinèdes, le village de Nida est connu pour ses maisons traditionnelles en bois et ses pêcheurs.
S'il est aujourd'hui accessible au tourisme, l'isthme n'est à l'époque ouvert qu'à une poignée de privilégiés. C'est un endroit où souffle la liberté, car il y a le vent, le sable, le paysage change perpétuellement. Et il y a ces silhouettes citadines. Soudain, de Beauvoir retire ses chaussures. Sartre s'assoit sur le sable et enlève le sable de ses chaussures, puis les retire. Tout d'un coup, ils ne sont plus des silhouettes venues de la ville et d'un monde inconnu, ils deviennent un élément du paysage, comme s'ils étaient en harmonie avec la nature. Ils sont redevenus eux-mêmes. L'image qui deviendra célèbre est en réalité une photo recadrée. À l'origine, sur le négatif, Simone de Beauvoir marche derrière Sartre. Un détail trahit cette absence. Un détail qui n'échappera pas aux observateurs attentifs. Ce qui est intéressant, c'est qu'une ombre soit restée. Cette photo prend encore une autre ampleur. Je ne sais pas si c'était important pour Sutkus, mais quand les gens remarquaient cette ombre, ils y voyaient celle d'un agent du KGB. Dans cette Union soviétique, cette ombre symbolise la persécution. Mais en même temps, cette photographie nous raconte que même s'il est persécuté, l'homme conserve sa capacité à combattre et à rester lui-même. Une idée qui tourmente les Lituaniens d'alors. Comment rester lituanien quand l'occupant soviétique s'efforce à faire disparaître toute identité nationale? Alors instinctivement, Sutkus fixe cette vie lituanienne si vulnérable. Comme lorsqu'il se rend en 1969 dans la région de Djoutcha, dans le sud du pays, près de la frontière biélorusse. Ici, loin de Vilnius et de l'emprise du parti, les paysans vivent comme autrefois. Et dans la rue de ce petit village, Sutkus vient à la rencontre de ces gens simples qui l'émeuvent profondément. Oh, tikrai. S'il était avec nous aujourd'hui, il est certain que Sutkus aurait parlé aux villageois. Il les aurait serrés dans ses bras et leur aurait raconté des histoires. Peut-être que ce qui rend si spécial ces photos, c'est ce lien humain, l'histoire d'une vie très fragile. J'aimerais beaucoup vous parler d'un cliché, et précisément d'une photographie prise dans ce village de Dzūkija. C'est un enfant de 5 ans qui regarde un homme, qui est peut-être son père, peut-être son grand-père. Moi, je veux croire que c'était son père. Ça pourrait être moi, quand j'avais 5 ans, et que j'ai perdu mon père. Et cette photographie, même si elle a été faite par un autre photographe, c'est comme si elle racontait ma propre histoire. C'est sûrement cela qui reflète le mieux ce courant de la photographie humaniste. Nous sommes reconnaissants envers cette génération de photographes parce qu'ils ont su nous montrer ce qu'est un être humain, ce que sont les relations humaines, et aujourd'hui, on en éprouve une certaine nostalgie. Au-delà de son travail, Sutkus a beaucoup œuvré pour mettre en valeur ses confrères, donnant naissance à un véritable courant, l'école lituanienne de la photographie. Vous avez l'œil mélancolique, hein? Lorsqu'en février 2022, la Russie envahit l'Ukraine, des milliers de femmes et d'enfants sont jetés sur les routes de l'exil et trouvent refuge en Lituanie. Sutkus est bouleversé. Il décide de reprendre son appareil photo. La Galerie nationale d'art de Vilnius a tenu à l'accompagner dans ce nouveau projet.
Pourquoi les Lituaniens comprennent très bien ce qui se passe en Ukraine? Parce que nous avons vécu difficilement l'occupation soviétique, surtout les premières années. Mon enfance s'est déroulée pendant ces années d'occupation. Et je me rappelle de plusieurs épisodes très cruels. C'est pour cela que nous comprenons très bien les Ukrainiens. Et c'est pour cela que les Lituaniens se montrent solidaires. Je suis venu prendre des photos et j'ai adoré les relations qu'entretiennent ces enfants avec leur mère. Et là, j'ai retrouvé dans cette relation ce que je n'avais plus photographié depuis des années. J'ai retrouvé le sens de ma photographie. Toujours en Lituanie, Thomas Šovino s'est intéressé, lui, à l'archéologue Marija Gimbūtas. C'est l'une des premières à montrer le rôle essentiel des femmes pendant la préhistoire, et c'est le clin d'œil. On l'imagine souvent vieux et barbu, comme sur le plafond de la chapelle Sixtine, quand il touche l'homme du doigt pour lui donner la vie. Mais si Dieu était une femme? C'est la thèse évidemment controversée de la lituanienne Marija Gimbūtas. Archéologue, spécialiste de la préhistoire, elle a enseigné dans de nombreuses universités, Harvard ou encore Los Angeles. Elle a donné des conférences dans le monde entier et est couverte de titres honorifiques. Son dernier ouvrage, publié en 1991, résume à lui seul sa pensée. Il s'appelle « La civilisation de la déesse ». Pour elle, nos ancêtres préhistoriques vénéraient au sommet de leur panthéon une déesse qu'on retrouve aujourd'hui encore dans la mythologie balte. Elle s'appelle Saolé. Elle règne sur le soleil et la fertilité. À ses côtés, d'autres déesses qui règnent, elles, sur la terre, la mer ou le cosmos. Dans cette mythologie, il faudrait dire la soleil et le lune. Le dieu de l'astre lunaire est une figure masculine. Et pour appuyer son propos, elle fouille la terre. Et c'est un fait, les statuettes préhistoriques découvertes représentent pour la plupart des femmes. Pour elles, les femmes et les hommes préhistoriques vivaient dans une société matriarcale, une gynocratie, un girl power version néolithique qui aurait disparu à l'âge de bronze avec des guerriers venus de l'Est. Sa thèse n'a pas fait l'unanimité. Mais 30 ans après le décès de Marija Gimbūtas, d'autres études viennent aujourd'hui montrer comment le rôle des femmes a longtemps été effacé par l'archéologie, une profession inventée par des hommes au 19e. Une époque où les femmes, c'était la sphère domestique et point barre. Les analyses de squelettes néolithiques ont par exemple révélé que les femmes pouvaient avoir un bras plus fort que l'autre, peut-être parce qu'ils servaient à chasser en lançant la sagaie. Quant aux dents des hommes, elles auraient pu être utilisées pour pré-mâcher la nourriture pour les plus faibles. Chasseurs-cueilleurs, a-t-on appris sur les bancs de l'école, on pourra désormais dire chasseuse-cueilleuse. Si je vous dis cow-boy, il y a de grandes chances pour que vous pensiez au Far West ou à John Wayne. Mais on trouve aussi des cow-boys sous les tropiques, en Nouvelle-Calédonie, où ils ont légué, vous allez voir, un puissant héritage. Au sein du Pacifique Sud, des hommes perpétuent le mythe légendaire du cow-boy. La scène a des allures de western tropical. Elle se déroule étrangement en France. Mais à 17 000 km de l'Hexagone, en Nouvelle-Calédonie. Ces cow-boys français composent l'une des franges les plus authentiques de la population de cet archipel unique. On les appelle les broussards. Dans leur errance à l'intérieur des terres, ils consacrent leur vie entière à leur métier. Les battements de leur cœur se confondent au rythme du galop de leurs chevaux. Les broussards sont les descendants des colons européens nommés Caldoches. Quand ils s'installent en Nouvelle-Calédonie à la fin du XVIIIe siècle, cette terre est habitée depuis près de 3000 ans par les populations mélanésiennes. Chassés brutalement de leurs espaces, les Mélanésiens sont envoyés là où personne ne veut aller,
dans les endroits les plus reculés, souvent les plus hostiles de l'île. La brousse calédonienne devient le cœur des spoliations coloniales. Et la terre, sacrée chez ceux qu'on appellera Kanaks, reste aujourd'hui encore une question brûlante. Dans ces vastes espaces sauvages et parfois vierges, les broussards, Kanaks et Caldoches ont dû composer ensemble et se sont ainsi forgés leur propre culture. À Tontouta, à l'orée de ces immenses plaines semi-désertiques, Gérard, à la différence du broussard traditionnel, n'est pas un taiseux. On est parti. Il a longtemps présidé la Chambre d'agriculture. La prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par les Français ne date que de 1853. Quand ces derniers arrivent, ils ont été précédés par un aventurier anglais du nom de Paddon. Tout le vocabulaire de l'élevage provient de l'anglo-australien. Ainsi, les broussards se définissent eux-mêmes comme des stockmen. Les stockman sont arrivés justement avec les Anglais, avec les Australiens, parce que le mot stockman, c'est australien. Le fouet que j'ai, c'est un stock whip. L'endroit où nous sommes, c'est un stockyard. C'est là où nous rassemblons les animaux et c'est là où on traite les animaux. Les runs, là où on met les animaux dans les pâturages. Allez! Nous, on a la culture broussarde. On n'est peut-être pas tous éleveurs, mais on est broussards. Il y a des gens qui habitent en brousse. Alors, le broussard, en règle générale, il aime la chasse, la pêche et le coup de fête. Le broussard, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Les broussards sont les descendants des bagnards ou des aventuriers venus librement, les rêves de fortune plein la tête. Gérard, lui, est l'un des rares éleveurs à ne pas être issu de cette histoire. Il est arrivé en Nouvelle-Calédonie à l'âge de 13 ans, apprenant le métier sur le tas. Depuis des années maintenant, il emmène ses bêtes fouler les sols de ces étendues infinies. Quand on part à cheval, déjà, hop, on démarre. C'est un sentiment, mais de liberté. Vous êtes là, vous allez vers vos bêtes, le temps ne compte plus et on n'entend que le bruit du sabot, quoi, c'est tout. On fait corps avec notre cheval et ça, c'est ça qui est merveilleux. Le cheval a longtemps fait partie intégrante de la vie des éleveurs calédoniens. Il est encore l'outil de travail principal de tous ceux qui vivent de l'élevage bovin. Des hommes qui, de leurs cris et de leurs gestes maintes fois répétés, signent sous un soleil ardent la dureté de leur métier. Quand vous arrivez, il y a toujours quelque chose qui s'est passé. Alors, et c'est ça qui est formidable. Vous arrivez, vous avez un abreuvoir qui dégueule et il faut aller réparer la conduite. Vous avez une barrière qui a été cassée parce que 2 taureaux se sont battus et vous ont arraché la barrière. Donc il faut se mettre au boulot. C'est jamais pareil. Vous arrivez le matin, il y a toujours une surprise. Comme Gérard, les stockmen ne redoutent pas l'effort. Dans la culture broussarde, ce qui est à faire n'est jamais remis au lendemain. 590. 916. Femelle. Femelle ou mâle? Femelle. 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 Doucement. Pour rentrer les animaux, on se met sur une ligne de crête, on claque le fouet. Et les animaux comprennent qu'il faut aller à tel endroit. Chacun a son poste et chacun observe. Si le troupeau a tendance à partir sur un côté, il faut le ramener. Il faut que les animaux arrivent le plus groupés possible, jusqu'au stockyard. S'ils ont une confiance au cavalier qui est devant, vous pouvez les emmener où vous voulez. Dès 1864, la France envoie les premiers bagnards en Nouvelle-Calédonie. Une fois leur peine purgée, les anciens détenus sont contraints à l'exil définitif et, faute de moyens, restent sur l'île. Parmi eux, des femmes, des bagnardes installées de force, ont dû faire leur place dans le monde broussard.
Akone, chef-lieu de la province Nord. Niki, sors de là. Allez, sors. Nathalie partage avec les hommes la rudesse du métier, la même passion de la terre et des animaux. Elle est calédonienne de souche. Je suis une fille d'éleveur, petite fille d'éleveur. Je suis une pure broussarde. Je suis une pure de la côtesse. J'ai ça dans le sang. Je suis née sur le dos d'un cheval, quoi. Mon grand-père, quand on montait à cheval, il disait ma ponette, mais elle vaut 2 mecs à cheval, quoi. J'adore bosser, j'adore bouger, en fait. Je suis une petite boule de nerfs. C'est par où vous êtes rentrés, là? Elle est aussi prompte à rassembler ses bêtes, même les plus revêches, qu'elle est sélectionnée. Il y a les traces des autres, ils vont aller maintenant. Les étiqueter ou les écorner. C'est vrai que le monde de l'élevage, c'est un monde masculin, mais il y a beaucoup de femmes maintenant qui montent à cheval et beaucoup de femmes qui prennent les rênes maintenant. Hein. Direction la prairie. Oh, hey, tu vas pas m'embêter. Allez, viens. Moi, je fais tout dans l'élevage. S'il faut castrer, je castre. S'il faut leur attraper les parties, j'attrape les parties, j'attache. Oh, j'ai pas peur de me mouiller. Hein. C'est le métier. Hein. À partir de 1887, les tribus mélanésiennes sont régies par le code de l'indigénat qui les prive de leurs droits. Soumis à des interdits spécifiques, comme celui de circuler hors des terres délimitées par les colons, ils sont repoussés dans une brousse encore plus inaccessible. Comme à Waiaget, au milieu de cette immense chaîne montagneuse qui s'étend de toute sa longueur au nord de l'île. Teddy et les membres de sa tribu ont retrouvé les terres de leurs ancêtres. Une nature exubérante de plusieurs milliers d'hectares au relief difficile, impénétrable et qu'il faut en permanence combattre. Ici, la brousse a l'allure de savane. On est quand même loin de tout. Avec l'état de la piste qu'on a, c'est pas facile. Le relief, il est un peu compliqué parce qu'on a quand même les montagnes, ce qui a toujours été la difficulté de faire du bétail ici. L'état sauvage du bétail ne facilite pas son regroupement. Quand il y a des brousses et tout ça, faut aller les chercher dans la brousse. Et des fois, on ne ramène pas une bête parce qu'on ne l'a pas trouvée. Ça fait partie des aléas du travail. Il faut juste avoir le courage, quoi. Un stockman, ça doit savoir tout faire. Voilà. Aussi bien la cuisine qu'aller chercher le bétail, qu'aller chercher du bois pour faire le feu, que voilà. Quelqu'un qui sait juste monter à cheval pour aller chercher du bétail, nous, on n'en peut pas. Avant les Occidentaux, les Mélanésiens ne pratiquaient pas ce type d'élevage. Mais au début du XXe siècle, grâce à un missionnaire prenant fait et cause pour eux, ils vont reconquérir leurs terres. Cette activité, elle a un lien très particulier avec l'histoire en fait, de la tribu. La terre, elle a failli ne plus nous appartenir. Si nos vieux n'avaient pas fait du bétail à l'époque, ben, on ne serait pas là aujourd'hui. Parce que ça leur avait été dit par le missionnaire Lennart à l'époque, qui avait beaucoup défendu les Kanaks un peu tout partout, de leur dire, ben, refaites de l'élevage, parce que c'est comme ça que vous allez récupérer en fait, vos terres qu'on vous a spoliées, quoi. Ça nous a permis de rester s'enraciner, s'ancrer encore plus profondément ici. Quand on est ensemble, on discute, on parle, on échange sur plein de choses. C'est ça qui permet en fait la cohésion au sein de la chefferie, parce que l'organisation typique de la culture kanak, c'est la chefferie. En tant qu'individu tout seul, voilà, on n'a pas d'existence en fait. Nous, on existe parce qu'il y a la collectivité qui est là, il y a la chefferie qui est là, il y a les clans qui sont là, donc, qui font que nous, on est ce qu'on est. C'est aussi la chefferie qui protège la coutume, cet ensemble de règles qui commandent le quotidien. Mais dans les années 70, la question de la restitution de la terre s'impose plus globalement, avec l'émergence de puissants mouvements indépendantistes kanaks.
Ces tensions atteignent leur apogée entre 1984 et 1988, durant des affrontements opposant les deux camps. Aujourd'hui, c'est la première fois que Gérard rencontre Teddy. Il veut l'encourager dans sa mission auprès des jeunes pour les convaincre de préserver l'élevage sur ce territoire reculé. La météo capricieuse les oblige au repos. Les hommes profitent de ces simples bonheurs autour du feu. Quand le grain va arrêter, là, tout à l'heure, vous allez tous monter sur les chevaux et vous allez chercher les deux têtes qui manquent. Malgré le passé douloureux, les dissensions avec les Kanaks et la peur d'être expulsés inquiètent moins aujourd'hui. Beaucoup ont ici à cœur de perpétuer un mode de vie empreint de liberté. D'être avec vous en toute simplicité, partager ce qu'on fait, voilà. Moi, je suis comblé de ça. Voilà. Et ce qui nous rapproche, c'est l'élevage. C'est notre bétail. Et on est fiers de faire ce travail. Ensemble, ils souhaitent montrer l'exemple et relever le défi du destin commun, prôné par les accords de Matignon en 88, puis ceux de Nouméa en 98, sur le statut de la Nouvelle-Calédonie. Dans l'activité élevage, il y a une cohésion parce que aussi bien les Kanaks que les non-Kanaks, on a réussi à faire fi de l'histoire. L'histoire, c'est pas quelque chose qu'il faut rester éperdument ancré là-dessus pendant des générations. On peut avoir une histoire, mais après, faire sa route après. C'est vrai, il y a eu des événements, il y a eu tout un tas de choses qui se sont passées, la colonisation. Il faut regarder l'avenir. Il faut regarder ce qu'on fera demain, après-demain pour nos enfants et nos petits-enfants. Et c'est ça l'important, c'est que de leur inculquer la dureté du travail, mais aussi de vivre tous ensemble. Alors aujourd'hui, c'est une recette chinoise qui est arrivée sur le sol américain à la fin des années 50 que vous allez découvrir grâce à Yeye. On utilise 3 types de légumes différents dans le mou chou pork et le chou est l'un des plus importants. De la ciboule, on en utilise beaucoup, surtout d'où je viens, dans l'est de la Chine. Les carottes, tu as vu, elles sont parfaites. On n'a même pas besoin de les choisir. C'est vraiment magnifique ici. C'est pour ça que j'aime faire du shopping à Chinatown. Chinatown, c'est très important pour nous, les immigrés. On peut y trouver des ingrédients chinois frais, mais aussi des produits en conserve. Ça nous donne en quelque sorte le sentiment d'être chez nous. En Chine, on utilise beaucoup le filet de porc dans les plats sautés. C'est un morceau très tendre. Bonjour, je m'appelle Yeye. Je suis chinoise, mais j'habite à New York. Bienvenue dans ma cuisine à Brooklyn. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un plat typique sino-américain, le mou chou pork. Traditionnellement, en Chine, on utilise ces ingrédients-là. Là, vous avez de la fleur de lys séchée. Et ça, c'est un champignon noir, aussi appelé oreille de Judas. Ces ingrédients n'étaient pas très répandus lorsque les premiers immigrants sont arrivés. Alors, à la place, ils ont utilisé d'autres ingrédients, sains et aussi faciles à trouver, comme le chou. Alors, la première étape, je vais couper le porc et le faire mariner. On le tranche d'abord, puis on le coupe en lamelles. Dans la plupart des plats chinois, les aliments sont précoupés et hachés. Comme ça, quand on mange, pas besoin de couper à nouveau. Oui, parce qu'on n'utilise que des baguettes pour manger. Je vais donc passer à la marinade. Pour cela, 3 ingrédients. De la fécule de maïs, du vin de cuisine chinois et un peu de sel.
On mélange le tout jusqu'à ce que le liquide soit absorbé par la viande. C'est une étape fondamentale dans les plats sautés chinois. On ajoute un peu d'huile végétale pour empêcher les morceaux de coller. Et maintenant, autour des légumes. Dans la cuisine chinoise, tous les ingrédients doivent être en harmonie. Les formes et les tailles doivent être similaires pour former un bel ensemble. Ensuite, on coupe les aromates, ciboule et gingembre. Maintenant, on mélange les œufs. En fait, le plat porte le nom d'une fleur. Il s'agit de la fleur d'Osmanthus, aussi appelée fleur de mouchou, qui ressemble aux œufs une fois cuits. C'est pour ça qu'on lui a donné ce nom. Maintenant, tout est coupé et préparé. On peut commencer à faire sauter les ingrédients. L'huile fume, on peut faire frire les œufs. Et puis, on utilise la spatule pour couper les œufs frits. Et on met ça de côté. On va aussi faire frire le porc. Et enfin, même chose pour les légumes. On remet le porc et les œufs avec le reste et on assaisonne le tout. On prend une crêpe avec de la sauce hoisin, la sauce barbecue chinoise. On ajoute le mouche au porc et on referme. C'est adorable. On y va. T'as vraiment assuré. C'est même carrément une expérience culinaire. Allez, direction Barcelone maintenant. Plus c'est gros, plus ça passe, vous allez voir, grâce à cet incontournable. Sur les hauteurs de Barcelone, rares sont les visiteurs qui s'aventurent jusqu'à Pedralbes. À l'ombre de son monastère, s'étire un quartier cossu encore habité par la haute bourgeoisie catalane, où il est de bon ton de ne pas se faire remarquer. Une règle qu'un résident de ce quartier a choisi de ne pas suivre, lui préférant l'esbrouf et les paillettes. L'écrivain Jordi Soler nous retrace le parcours de Guillermo Grau y Rifé, un homme qui rêvait d'être prince. C'était le fils d'un industriel qui possédait une conserverie de sardines. Il faisait donc partie de la haute bourgeoisie catalane. Sa famille avait beaucoup d'argent. Il a fait ses études à Oxford. Il était très cultivé, mais en même temps très paresseux. Il n'avait aucune envie de travailler. Guillermo Grau est né en 1917 au nord de Barcelone, sur les hauteurs des Pyrénées, à Toloriu. Dans ce village, on raconte une histoire. Au XVIe siècle, un conquistador y aurait ramené du Mexique la fille du dernier empereur aztèque, Moctezuma. Le conquistador kidnappe la princesse, une jeune fille très jeune, à peine 16 ans, et il la ramène avec toute sa suite. Une centaine de Mexicains s'installent, en Espagne, sous la neige à Toloriu. Et cette lignée aztèque va ensuite essaimer vers le sud. Si l'existence de descendants de l'empereur est avérée en Espagne, difficile de savoir s'il en est resté dans le village de Toloriu. Aucune importance pour Guillermo Grau, qui porte le nom du fameux conquistador, kidnappeur de princesses. Dorénavant, il se présentera comme descendant authentique de la lignée aztèque.
Il décide de se faire de l'argent avec cette histoire, parce que c'était un business facile. Pour lui, cela relevait presque de la diplomatie. Il était le représentant d'un empire qui n'existait plus. Il invente des décorations qu'il facture à des prix divers. Cela dépendait de la médaille, toute simple ou ornée d'un aigle énorme. Cela lui a rapporté beaucoup d'argent. Guillermo Grau propose ainsi à ceux qui le souhaitent de partager une part de son héritage aztèque. Les tarifs varient et peuvent aller de 200 000 pesetas pour un comté à 1 million de pesetas pour un duché, l'équivalent de 1 000 à 6 000 euros. Vous deveniez duc, comte ou marquis de domaines au Mexique qui n'existaient pas. Le propriétaire recevait un faux titre et une médaille, mais jamais il ne se rendait sur les terres qu'il avait achetées. Voilà le genre d'arnaque qu'il montait. Je suis fasciné par son aplomb, l'élégance de sa posture. Il se promenait dans Barcelone avec une cape de plumes. Il entrait comme ça dans les bars. Il la portait lors des fêtes qu'il donnait. Tous les consuls de Barcelone étaient invités et venaient parce qu'ils savaient recevoir. On y mangeait et buvait bien. C'était un personnage haut en couleur. Cela ne le gênait aucunement d'être un escroc. Celui qui se présente comme Moctezuma, troisième du nom, l'héritier d'un empire déchu, bénéficie même de protecteurs haut placés. Tout le monde voulait être ami avec l'empereur, même le général Franco. Le dictateur était très tolérant avec lui, parce que Grau, qui parlait anglais couramment, alors que lui non, lui servait pour faire des affaires avec des entrepreneurs étrangers. En plus, il était très distingué. Et comme le dictateur avait des velléités de noblesse, il adorait s'entourer d'aristocrates. Alors imaginez un empereur. Fasciné par la monarchie, Franco marie sa fille unique à un grand d'Espagne. Et il unit le destin de sa famille à celle de la famille royale espagnole en accueillant près de lui l'héritier des Bourbons, qu'il désigne comme son successeur. Nous vivons dans un pays où les gens croient encore que les Bourbons ont été élus par Dieu pour régner sur notre territoire. Si tu crois ça, pourquoi tu ne croirais pas quelqu'un qui se présente comme l'héritier de l'empereur Moctezuma? Moi, je préfère penser qu'il venait de cette lignée. En tout cas, s'il ne l'était pas, c'était un splendide acteur. Protégé par Franco, Guillermo Grau fait néanmoins quelques séjours en prison pour des faux en écriture. Notre prince a été arrêté en 1952, en 1960 et en 1987. À chaque fois, très brièvement. Ce n'était pas de lourdes sentences. J'aime à penser qu'il était confortablement installé dans une suite en prison. Avec la mort du dictateur en 1975, il devient plus difficile pour Guillermo Grau de se faire passer pour prince. La dernière fois qu'il a été arrêté, c'est le 13 avril 1987. Il avait créé une ONG, soi-disant pour combattre le narcotrafic, mais qui en fait lui servait pour blanchir ses arnaques. Le ministère de l'économie était devenu une structure opérationnelle. On ne pouvait plus aussi facilement faire de l'évasion fiscale. Et oui, on était devenu une démocratie. L'escroc meurt tranquillement dans son lit en 1999 à Paris, sans jamais être allé au Mexique. Il aurait été surpris de découvrir que là-bas, les descendants revendiqués de Moctezuma sont pléthores. Près de 500 ont été recensés. L'un d'entre eux est actuellement ambassadeur en poste à Washington. C'est le moment de retrouver nos naturistes de hier. Je vous demandais tout à l'heure quelles règles édictées par les pionniers du mouvement avaient pu en décourager certains dans les années 30. Eh bien, il était interdit de fumer et de boire de l'alcool dans la cité idéale qu'ils avaient créée au large de Hyères. Les fondateurs d'Héliopolis, sur l'île du Levant, avaient en effet une conception intégrale du naturisme. Pour eux, c'était l'antithèse de la vie urbaine à l'origine de nos maux. Un idéal visionnaire, donc, de la vie saine dans un corps sain. Bespalt.